Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quelle immense joie de se retrouver pour cette nouvelle soirée du Sommet Leader Time. Sommet Leader Time qui ne vous laisse pas indemne à l'évidence d'après ce que vous m'en écrivez, ce que vous m'en dites. Je voudrais que vous sachiez que moi ça me laisse pas indemne non plus. J'ai vécu hier une soirée en forme de grand écart et je dois reconnaître que si ce sommet sur le leadership est véritablement là pour vous proposer, bonsoir Fabienne, bonsoir Claire, pour vous proposer un aperçu, un horizon à 360 degrés du leadership, ça vibre énormément en moi. Vous avez pu voir mon émotion lors de la deuxième intervention d'hier avec Yannick Alain sur le pouvoir de la gentillesse. Je suis tellement heureux d'être là avec vous. On a une soirée particulière ce soir, puisqu'on a une soirée pleinement sous l'égide de Vivavox. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de Vivavox. Fabien Jeanne, un solide entrepreneur et ami par ailleurs, qui a fondé une agence de conférenciers qui est capable de proposer des conférenciers tous de très haut niveau et tous très impactants pour les événements d'entreprise. Ce soir, dans ce contexte-là, grâce à Vivavox, on a deux intervenants Vivavox, Régis Rossi, dont je vais vous parler dans quelques instants, et Linda Bortoletto dans un second temps. Donc c'est vraiment une soirée sous l'égide de Vivavox et je tiens encore une fois publiquement à remercier ce cher Fabien de rendre cet événement possible sous cette forme-là. Alors, on se retrouve donc, on a déjà pas mal de monde qui est en ligne, c'est magnifique. Salut Laurent, salut camarade Laurent qui est dans mon mastermind Leader Time et qui nous pose toujours des questions très pertinentes. Donc n'hésite pas, fais-toi plaisir, ça va nous aider à interagir. Bonsoir Elodie, Alice, Sylvain, Lydie. N'hésitez pas à mettre dans le chat d'où est-ce que vous êtes. Je sais que j'ai une partie de ma communauté qui est du côté québécois, en Belgique, en Suisse, au-delà d'en France évidemment. N'hésitez pas à mettre dans le chat d'où vous nous regardez ce soir. C'est toujours intéressant d'observer cette pleine humanité et représentation de la planète. J'ai changé en off il y a quelques instants avec Régis Rossi, notre premier intervenant. Je vais vous le présenter évidemment. Et on convenait ensemble qu'on se retrouvait sur le fait que habituellement, dès lors qu'on parle de leadership, on parle de leadership et de mindset de performance. Et on se retrouve tous les deux sur le fait que justement, dans ces 50 nuances de leadership, il y a également un leadership et un mindset d'humanité qui est certainement bien plus puissant et qui, lorsqu'il est positionné en premier temps, permet par rebond de générer la performance. Ok, on a donc déjà un petit peu tout le monde. Coucou Élise, également membre d'une de mes promos de Mastermind. Ravi de te voir là et continuer à avancer vers tes résultats. Et Laurent qui me chambre dans le chat. Ok, très bien. Parfait. Je vous laisse arriver tranquillement. Il est temps que oui, Laurent, tu es de Belgique, effectivement, by the way. Il est temps que l'on présente l'intervenant de ce soir. L'intervenant de ce soir, il fait partie de cette catégorie de personnalités qui m'interpelle, qui m'intrigue, qui suscite mon intérêt, qui attise ma curiosité. Je dois vous avouer que j'ai été assez casse-pied avec lui ces derniers jours en lui demandant un petit truc particulier. L'un de ses multiples talents est d'être illusionniste. Alors, est-ce que être illusionniste et est-ce que tirer la corde de l'illusionnisme est une clé du leadership? C'est pas directement comme ça qu'on va le regarder, quoique je laisserai Régis nous dire ce qu'il en est. En revanche, il va certainement nous parler de cet art qu'il a, de ces connexions entre l'illusionnisme, les neurosciences, et nous amener gentiment dans cette intervention sur le pouvoir de l'intelligence émotionnelle. Je vous demande, à distance bien sûr, mais néanmoins d'applaudir et d'accueillir chaleureusement, rien que par vos intentions, il va le ressentir, Monsieur Régis Rossi. Salut Régis, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, bonsoir. Avec une telle présentation, on ne peut qu'avoir le sourire. Donc je vais très bien et bonsoir à tous. On ne peut qu'avoir le sourire quand on vient partager sur ces sujets qui nous rassemblent, qui nous passionnent, qui font avancer les gens et qui sont, je pense, vraiment le cœur de ce que l'on peut construire quand on veut une vie de qualité d'un côté en termes de bien-être et d'excellence d'autre part en termes de performance. Je suis vraiment ravi d'être là. Comment tu pourrais te présenter au-delà de ce que j'ai fait? Je l'ai fait vraiment très modestement. Qui es-tu, cher Régis? Ouais, c'est toujours un exercice délicat, mais d'ailleurs, quelle que soit notre fonction, parce qu'on a tendance à se présenter en disant ce qu'on fait
alors qu'on devrait plutôt se présenter en disant qui on est ou ce qui nous anime dans la vie. Donc, si je devais me présenter sous la première sphère, je dirais que je dis que je suis conférencier illusionniste. Alors évidemment, les yeux s'écarquillent. Les liens, les premiers. Voilà, c'est ça. Conférencier illusionniste. En réalité, j'ai travaillé pendant 15 ans en ayant une double activité. J'étais un passionné de la magie et donc je la pratiquais après mon véritable job qui était en entreprise en fait. J'ai travaillé en entreprise et puis la passion est devenue une activité qui a pris de plus en plus d'ampleur et la voie artistique était vraiment très intéressante, très impactante parce que j'ai fait beaucoup de choses. Mais je n'avais pas envie de quitter complètement la sphère professionnelle, disons d'entreprise. Et donc, la véritable interrogation, la dualité, c'était est-ce que je laisse l'un pour aller complètement dans l'autre? Et en fait, je me suis dit, je vais matcher les deux et je vais créer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau passer par la conférence. C'est ce qui m'a semblé être le plus logique. Et donc, voilà, je suis conférencier illusionniste. Voilà, donc je fais des conférences et j'utilise l'art de la magie. Magnifique. Et de l'art de joindre sa passion à son activité professionnelle, la plus belle des choses qu'on pourrait vous souhaiter à toutes et à tous, c'est d'arriver à vivre le plus souvent et le plus fréquemment et le plus intensément possible ce que moi j'appelle votre vision inspirée, ce que Régis tu fais, ce que moi je fais dans mon activité également. Et puis merci de rappeler en préambule quand je te pose la question de te présenter que l'identité, c'est un sujet clé et qu'habituellement, on se décrit à travers ce qu'on fait, pas à travers ce qu'on est. Ce qui amène d'ailleurs un sacré paquet d'êtres humains, lorsqu'ils arrivent au jour de la retraite, à ne plus être ce qu'ils faisaient et à tomber parfois en difficulté en quelques mois. Moi, je peux témoigner en toute honnêteté et sensibilité que pendant 10 ans, je me suis défini et présenté comme étant directeur technique national adjoint à la Fédération française de basket et que le jour où ça n'a plus été le cas, j'étais un peu dans le vide. Qui étais-je? Et en même temps, ça a été un super moment pour me redéfinir, pour revenir à moi et à qui j'étais. Et je vous invite dans le chat ou les personnes qui regarderaient en replay à vous poser ces questions. Qui suis-je? En mode, comment est-ce que je me présente habituellement en société, je dirais? Et ensuite, dans un second temps, mais au fond, vraiment au fond de moi, qui suis-je? C'est un exercice passionnant qui me semble indispensable à faire et à revisiter hyper régulièrement du coup. Alors, on va y aller. On va y aller. L'illusionnisme, la magie, en quoi est-ce que... je vais te provoquer, évidemment, en toute amitié, je vais te provoquer. C'est un truc de charlatan ou c'est un truc scientifique en fait? Comment ça fonctionne? En fait... la magie, dans un premier temps, en tout cas moi, ce qui m'a attiré dans cet art, c'est la connexion, la relation. C'est-à-dire qu'on a cette chance de pouvoir offrir un instant mémorable pour des gens qu'on ne connaît absolument pas. On a le pouvoir de transformer le temps d'un instant leur vie, créer des sourires, créer de la joie, créer de la surprise et finalement créer des émotions extrêmement fortes qui peuvent être extrêmement marquantes. Quand je dis marquantes, ça veut dire que les gens peuvent se souvenir de vous 10, 15, 20 ans après parce qu'ils ont vécu quelque chose d'extrêmement puissant. Et en fait, c'est ça qui m'a attiré dans cet art parce que quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré un magicien et je me souviens parfaitement de cette soirée. Vous voyez, des numéros qu'il a proposés, de ce qu'il disait. Ça m'a marqué, ça m'a touché au plus profond de mon corps et de mon âme. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Je me suis dit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, je l'ai vu véritablement comme quelque chose de puissant pour connecter, voilà, pour se connecter à l'autre. Et ensuite, j'ai compris avec le temps et le recul qu'on se connectait aussi à soi. Évidemment, et tellement. Du coup, réfléchissez, vous qui êtes en train de nous regarder, sur comment vous y prenez habituellement pour connecter. Quand vous avez des freins à connecter, qu'est-ce qui veut vous raconter? Quelles sont les histoires que vous vous racontez pour vous empêcher de vous approcher de vos interlocuteurs? Et quelles sont vos stratégies
habituel de connexion. Tu nous parles de la connexion, de la relation et du fait de générer des émotions, les yeux qui brillent, l'étonnement, la stupeur, le sourire, l'interrogation. Quelle place tu accordes au sein du leadership au sens large pour ce qui est du registre des émotions? Comment tu vois ça, toi? En fait, ce qui a été très intéressant, et d'ailleurs dans l'analyse que j'ai pu faire pour arriver là où j'en suis, c'est de me dire, mais finalement, des illusionnistes, j'en ai rencontré énormément. Il y a une grande communauté de magiciens, de mentalistes, de pickpockets, de magiciens spécialistes de la grande illusion. Mais finalement, on se rend compte que celles et ceux qui réussissent à marquer les esprits, finalement, ne sont pas aussi nombreux. Il y a quelque chose de très différent en eux qui font que on a envie d'être avec eux et pas avec d'autres. Et ça a été ma première révélation de me dire, mais finalement, la technique, parce que on n'imagine pas à quel point l'art de la magie, c'est quelque chose d'extrêmement technique. Ça demande un travail colossal, comme le font les musiciens, comme le font les grands sportifs, pour arriver à un haut niveau. Évidemment, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de solitude, aussi parce qu'on est souvent seul à s'entraîner. Et finalement, on se rend compte que ce qui va faire la différence ne réside pas dans la technique. C'est pas les plus grands. D'ailleurs, j'ai rencontré énormément de magiciens très doués techniquement et qui n'ont pas fait de grosses carrières, qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça se joue ailleurs. Et c'est là que le leadership va être intéressant, et c'est là que l'analogie avec finalement les dirigeants, les managers se fait plutôt. C'est ailleurs que ça se joue. Et dans le ailleurs, eh bien, c'est dans cette capacité finalement. Tu parlais tout à l'heure d'humanité, mais je crois véritablement que c'est ça, à montrer quelque chose d'autre, c'est-à-dire que de montrer vraiment quelque chose qui nous donne l'envie de vous suivre. Voilà, comme une attraction avec un aimant. Et ça passe énormément par l'empathie, par l'écoute active, par l'attention que nous portons à l'autre, par la gratitude que nous pouvons avoir, par l'altruisme. Et ce sont en fait des valeurs qui, lorsqu'elles sont naturelles, c'est extraordinaire, mais quand on les développe, parce qu'on peut les développer, eh bien, elles nous permettent finalement d'ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais imaginé ouvrir ou ouvertes pour nous, pour soi. Voilà. Et je pense que le leadership se développe à travers ces valeurs. En tout cas, c'est ma conviction profonde. On va tellement se rejoindre sur ces convictions-là et sur le fait que les techniques, les outils, les comment ne se remplaceront jamais le pourquoi, ce qui nous anime et ce qui nous permet d'avancer. Tu parles de l'attraction et on voit bien que on peut côtoyer au quotidien des gens que l'on trouvera magnétiques, dans le sens de l'aimant qui attire, et que être magnétique, c'est avoir quelque chose qui se dégage de nous. Ça n'est pas nécessairement, dommage pour toi que je range dans la catégorie des beaux gosses, ça n'est pas nécessairement quelque chose qui a à voir avec les standards de la beauté, c'est avoir quelque chose qui se dégage de soi et qui effectivement ne s'explique pas nécessairement face à des standards. Moi, j'aime utiliser l'analogie de l'IS pour trouver justement ce qui fait qu'on arrive à créer de la connexion, de la relation. Alors l'IS, certes, pour les dirigeants d'entreprise qui nous parlent, rassurez-vous, je ne parle pas de l'impôt sur les sociétés. C'est très peu attractif, en tout cas pour moi, même si ça a des vertus derrière. Mais l'IS, c'est comment est-ce qu'on peut dégager aux yeux des gens en face de nous un intérêt sincère de leurs enjeux, de ce qui se joue chez eux, de leur façon de comprendre le monde, même et surtout lorsqu'ils sont en contradiction avec nos propos, même et surtout lorsqu'ils ont des valeurs qui sont différentes des nôtres. C'est pas parce que ce sont nos anti-valeurs ou des valeurs différentes qu'elles ne sont pas respectables en tant que telles. Et l'intérêt sincère qu'on aura pour le bien de la personne en face de nous me semble être un des éléments de connexion puissants que tu évoques également. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là? Ah oui, je trouve ça très très intéressant. Et d'ailleurs, on peut tout vous reprocher, sauf votre sincérité. S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas vous reprocher, qui va être compliqué à défendre, eh bien, c'est votre sincérité.
Et je pense que on a perdu aujourd'hui, en tout cas notre monde nous a amené à finalement mettre de côté notre authenticité, notre sincérité, notre humilité aussi, je pense. Et pourtant, elles sont essentielles pour finalement éclairer. Parce que je crois que un leader aussi, ou le leadership, c'est d'éclairer, c'est pas de briller. Voilà, on n'est pas là pour briller, on est là pour éclairer. Je crois fondamentalement que on est là pour faire grandir, et en réalité, en faisant grandir, on grandit soi-même. Voilà. Et je pense que c'est une vraie leçon de vie. Ouais, absolument. Mais c'est incroyable comme on est connecté, parce que quand tu disais c'est avant tout faire grandir, dans ma tête, à la microseconde, il y avait, ouais, il a raison, Régis. Et d'ailleurs, c'est en faisant grandir qu'on grandit soi-même, et tu le disais à ce moment-là. C'est absolument parfait. Tu es un expert de la prise de parole en public. Moi également, j'ai fait 2 TEDx, tu multiplies les conférences. Et justement, sur comment est-ce que, en termes de prise de parole en public, on peut partager véritablement cette authenticité, cette sincérité. On sait, toi et moi, qu'il y a 3 grandes parties qui feront une communication impactante. Une communication impactante, si vous qui nous regardez, vous voulez influencer positivement et éthiquement les gens, ça part de 3 grandes dimensions. Une dimension qui serait dans un grand chapeau qui a à voir avec le non-verbal. Et dans le non-verbal, on peut trouver des choses comme le regard, comme... Alors, attends, je l'ai mal fait. On recoupe. Comme le regard, comme le sourire, comme la posture et comme les gestes qu'on va faire. Ça, c'est pour le chapeau du non-verbal, justement. Ensuite, il va y avoir la question de la tonalité de notre voix. Et puis, il va y avoir évidemment les mots qu'on va utiliser. Donc, ce concept-là, je sais que tu le connais. Et je voudrais faire un petit jeu là, avec les gens dans le chat, ou si vous regardez cette vidéo en rediffusion à un autre moment. 3 catégories: non-verbal, tonalité et mots utilisés. Si ces 3 catégories représentent 100% de l'impact d'une influence, d'une connexion, d'une prise de parole, quelle serait la pondération respective? À combien est le poids respectif de ces choses-là? Si vous pensez que globalement tout ça c'est aussi important, non-verbal, tonalité, les mots qu'on utilise, ben, vous allez dire 33, 34, 33%. Si vous pensez qu'il y en a certains qui sont plus importants, donnez-leur un pourcentage plus élevé, sachant que le total doit faire, bien évidemment, 100. Allez, mettez-nous ça dans le chat. On va regarder ce qu'il en est, parce que ce sont des leviers essentiels. Et bien que n'étant pas un expert de ton univers, je suis convaincu. On va regarder un peu ce qui vient dans le chat avant qu'on donne. Ok, on a des gens potentiellement avertis. Je voudrais que tu t'exprimes sur la dimension du non-verbal qui, à mon avis, va être un lien, j'imagine, je suis pas expert de ton univers, avec l'activité d'illusionniste. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Oui, en fait, je vois les premières stades. Alors, effectivement, il y a des études qui ont été montrées. J'ai même Élise Prodhomme, voilà, qui dit 70-23-7. Donc, je vois qu'elle connaît bien l'étude. Voilà. Effectivement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est quand il y a une congruence. Quand il y a une congruence, c'est-à-dire quand il y a un rapport entre les gestes, les regards, les mots, alors effectivement, le message passe, le message est crédible. Mais quand il y a une incongruence, c'est-à-dire que quand vous observez et intuitivement vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, alors à ce moment-là, c'est la communication non verbale qui va être retenue. Notre cerveau va plus observer qu'entendre. Et donc, ça nous amène finalement à soigner ce que l'on dit, évidemment, mais surtout à être en authenticité. C'est pour ça que je parle souvent d'authenticité, parce que très souvent, je constate des prises de parole où on le sent intuitivement que, eh bien, il y a une forme d'incongruence. Et donc, ce sont souvent les gestes, les regards qui vont nous alerter. Et donc, évidemment, la personne peut avoir un superbe message, on ne l'entendra plus. Donc, il y a une citation d'ailleurs que j'aime beaucoup qui est ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Voilà. Ce que tu es parle tellement fort que je n'entends pas ce que tu dis. Et ça, à mon sens, c'est vraiment, vraiment capital de pouvoir avoir cette
idée-là en tête pour pouvoir soigner sa prise de parole. Tout Ouais, simplement. et c'est typiquement, si par exemple, on n'est pas en énergie, vous êtes dirigeant, manager, vous avez des responsabilités, vous n'êtes pas en énergie, vous n'avez pas besoin, ça sert à rien de faire semblant puisque tout votre non-verbal va renvoyer l'inverse. C'est comme si j'étais là ce soir et que j'étais en mode, ouais, je suis vraiment content de te voir ce soir, Régis, hein. C'est chouette de commencer avec toi ce soir, là. Non, c'est super, franchement, Viva Vox, tout ça, c'est vraiment super, quoi. Tout mon non-verbal pourrait dire quelque chose et les mots n'auraient jamais suffisamment de poids pour le compenser. Comment dans ton activité d'illusionniste, tu te sers du non-verbal? Allez, Ouais. moi j'ai envie qu'on aille voir tous ces trucs-là. Ouais. En fait, j'ai envie de dire qu'il est capital parce que, alors, en tant qu'illusionniste, j'ai envie de dire que c'est extrêmement simple, façon de parler. Disons, Pourquoi? quand on est illusionniste, les gens nous attendent. Les gens savent, ils savent qu'il y a un magicien, on est vite repéré, donc ils attendent et puis ils vont être un petit peu. Alors soit les gens ont envie qu'on les émerveille, soit certains vont être dans le titillement et puis dans la confrontation. Bon, et donc là, disons que les gestes, les mots, les regards sont extrêmement travaillés pour qu'en définitive, toutes les situations soient pareilles. Et en fait, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement qui fait la différence. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que un même numéro, je le répétais des dizaines et des dizaines de fois avec des tas de gens. Et en fait, je faisais toujours la même chose. Au lieu de faire, je sais pas, peut-être 15, 20 tours de cartes, j'en faisais un. Je faisais uniquement celui-là et en définitive, je le faisais avec plein de protagonistes très différents, dont les parcours, dont les statuts étaient très différents, pour voir comment est-ce que je pouvais effectivement le sublimer. Mais c'est facile quand vous êtes artiste. Quand vous êtes dans ma position aujourd'hui de conférencier illusionniste, je rentre sur la scène. Les gens ne m'attendent pas, les gens ne me connaissent pas. Je ne suis d'ailleurs un illusionniste, c'est bizarre. Donc ça va être, je pars vraiment de très très loin, vous voyez. Donc et je suis face à normalement quand on parle de conférenciers, très souvent les conférenciers, on va aller chercher des conférenciers, des stars, des anciens grands sportifs, des journalistes, des grands musiciens, des acteurs. Bon, moi c'est pas le cas. Du coup, pour pouvoir convaincre, pour pouvoir persuader, il va falloir effectivement que je travaille les gestes, les mots, les regards, l'intonation de la voix, ce que tu disais tout à l'heure. Et en définitive, c'est un travail que l'on préparatoire. Ma première conférence, il m'a fallu 4 ans pour la mettre en place. Alors les gens vont se dire mais 4 ans c'est énorme. Oui, mais je suis parti de zéro, je suis parti de rien et donc j'ai mis du temps. Alors je suis sans doute tortu, hein mais au bout de 4 ans, quand j'ai délivré ma conférence, l'impact était là parce que évidemment je l'avais énormément travaillé. Donc je dirais la répétition des gestes, des mots, des gammes fait la différence. Ça, c'est précieux parce que tu es au moins le troisième ou le quatrième depuis le démarrage de sommet et on en est quasi même pas à la moitié à rappeler l'importance de l'entraînement, de la répétition, des routines, de l'autodiscipline pour arriver à un niveau d'excellence. Et il n'y a pas de recette magique par rapport à ça. Merci de préciser que tu as mis 4 ans pour construire la première et peu importe les jugements que les uns et les autres pourraient avoir là-dessus. Ça confirme juste qu'il n'y a pas, comme j'ai l'habitude de le dire, d'économie du chemin pour atteindre un haut niveau d'impact et donc de leadership, donc d'excellence dans ton art. Il y a un lien entre, je sais aussi que tu vas nous expliquer en quoi la question de l'illusion et de l'illusionnisme a une justification très précise en relation avec les neurosciences. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce sujet-là? C'est pas juste de la trappe, je casse un truc sous la table et je le ressors en fait. Non, absolument pas. En fait, déjà, il y a des études qui ont été menées par 2 neuroscientifiques aux États-Unis qui se sont intéressés à la manière dont les meilleurs illusionnistes au monde réalisaient leur
tour, leur expérience et comment est-ce que biologiquement et dans notre cerveau cela fonctionnait. Donc, ils ont fait un travail vraiment colossal en suivant pendant 2 ans je vous dis les équipes de David Copperfield. Wow. Je l'ai vu à Las Vegas. Je suis allé à la Summer League NBA de Las Vegas et je me suis dit, il est là en spectacle, il me faut le voir. C'était incroyable. Voilà, Apollo Robbins, qui est sans doute un des meilleurs pickpockets au monde. Moi, je me suis beaucoup intéressé au pickpocket. Et donc, voilà, j'en use dans mes conférences et j'ai pickpocketé des milliers de personnes au cours de ma vie. Ça me rassure qu'on soit à distance ce soir, du coup. Voilà. Et c'est très intéressant parce que finalement, dans les conclusions qu'ils donnent, ils vont dire, voilà, les illusionnistes ont une connaissance, finalement, que les scientifiques, les neuroscientifiques n'ont pas. Une connaissance de l'homme, de l'être humain. Et oui, parce qu'en fait, un neuroscientifique s'intéresse principalement au fonctionnement de notre cerveau. Mais un illusionniste, il ne s'intéresse pas au fonctionnement du cerveau. Il va s'intéresser finalement à la manière dont nous interagissons les uns avec les autres par rapport à des situations que l'on crée. Et donc, c'est très intéressant parce que finalement, le pickpocket, par exemple, si je pouvais prendre cet exemple-là que je connais bien, et d'ailleurs, lorsque je suis sur scène et que je veux parler de l'attention, eh bien, je pratique du pickpocket. C'est-à-dire que je fais venir une personne que je pickpocket, mais ni le public ni elle ne s'en aperçoit. Et pourtant, les yeux sont vraiment sur nous. Oui. Et ça, c'est intéressant et ça montre finalement une des failles que nous avons, dans laquelle nous tombons, qui est la cécité attentionnelle. C'est notre très grande difficulté à pouvoir nous concentrer sur plusieurs choses à la fois. Or, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, eh bien, perpétuellement, nous réalisons des tas de choses à la fois, simultanément. Et ça, en fait, ça a de gros impacts sur notre manière d'appréhender notre monde, sur notre manière de comprendre, d'analyser et de prendre des décisions. Et c'est pour ça que souvent des décisions sont mal prises, parce qu'en définitive, nous ne sommes pas suffisamment concentrés sur l'essentiel. Et donc, l'idée, c'est de revenir sur une attention qui soit beaucoup plus exclusive. Excellent. Tu nous envoies encore plein d'infos. J'en profite pour saluer Franck Desroches qui est avec nous, qui nous a rejoint et qui sera un des intervenants pour les jours à venir du sommet. C'est un grand expert de la motivation. Salut Franck, merci de nous consacrer quelques minutes à découvrir Régis ce soir. Tu nous rappelles la nécessité de l'essentialisme dont on a déjà parlé sur l'une des autres soirées. Cette société dans laquelle on est également orientée autour du multitasking, le multitâche, où on pense qu'on est capable de faire plein de choses à la fois, ce qui est absolument faux. Toutes les études le démontrent. Et j'ai envie de dire, selon moi, il y a une mauvaise nouvelle pour l'humanité et une très bonne pour les illusionnistes. Il me semble que le siècle précédent était marqué par la maladie du siècle, qui était la maladie du dos, et que, selon moi, on est dans ce siècle-là sur la maladie du déficit d'attention avec... Moi-même, j'en suis le premier. J'ai des éléments de chat ici. Vous me voyez regarder la tête là de temps en temps. Il y a la caméra ici, il y a ton retour là. Mais potentiellement, et je ne vais pas blâmer les jeunes, mais certains jeunes et moins jeunes sont capables de regarder quelque chose sur un écran, de chatter sur un réseau social et d'être sur un autre écran là. Et en fait, j'ai plus les chiffres en tête. J'aurais aimé les avoir, mais un TEDx par exemple. Un TEDx, ça ne doit pas excéder 18 minutes parce qu'il avait été identifié que justement la perte d'attention toutes les 18 minutes se présentait chez un être humain. Et il me semble que c'est descendu dramatiquement, mais je crois aux alentours de 3 minutes et que c'est en train de chuter. Donc très mauvaise nouvelle pour l'humanité, mais du coup c'est peut-être porteur d'espoir pour ton activité où du coup tu pourras tout faire hyper facilement. Peut-être même que je pourrais m'y mettre. Oui, alors c'est vrai que je dirais que si vous voulez être magicien aujourd'hui ou illusionniste et donc pratiquer cet art, évidemment c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans. C'est clair. Bah, tu le valides ça. Vraiment beaucoup plus simple. Et le pickpocket, j'en parle même pas. C'est beaucoup plus facile de pickpocketer aujourd'hui qu'avant. Et c'est les dérives. Alors bon, ça n'a pas de conséquences parce que là on est sur le domaine du spectacle. Mais oui. Dans le domaine de notre vie privée et de notre vie professionnelle également,
Ça a des conséquences qui peuvent être parfois dramatiques. Et donc, du coup, l'idée, c'est, eh bien, à partir du moment où on a fait ce diagnostic, eh bien, trouver des solutions. Mais comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas se faire pickpocketer, vous voyez? Et donc, là, c'est nécessairement le développement de l'écoute active. Voilà. Ok. Et qui est un véritable levier, l'écoute active, pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus d'ensemble, prendre de la hauteur et donc du coup voir ce que les gens ne voient pas. Un illusionniste travaille toujours sur l'invisible. Et donc moi, mon métier, lorsque je fais des conférences, c'est d'expliquer cet invisible, de montrer tout ce qui vient de se passer sous nos yeux, mais que vous n'avez pas vu. Voilà. Et à partir du moment où on a ces clés-là, eh bien, je pense que on n'aborde plus la vie de la même manière. Voilà, et sa relation de la même manière. Alors, par rapport à l'écoute active, qui est vraiment cet antidote de la cécité attentionnelle dont tu nous parlais, pratiquement, pour les gens qui nous regardent, mettre en place une posture d'écoute active, c'est... ah oui, tiens d'ailleurs, dès qu'on a un smartphone qui est dans notre champ visuel, cela fait baisser de 30% notre taux d'attention. Juste dans le champ visuel, hein, il n'a même pas sonné, ni envoyé la moindre notification, etc. Et c'est rigolo, je parle de notification, et il y en a une qui arrive. Donc il y a ça d'une part, et si je veux vraiment développer une écoute active, c'est, je vais le plus que je peux, j'en reviens à ça, regarder dans les yeux la personne, et surtout, pendant que la personne est en train de me parler, si je suis en situation d'échange, c'est me dire, j'écoute pleinement ce que cette personne me dit. En me mettant dans la posture, je suis sûr qu'il y a des pépites que la personne va me dire sur des sujets que je ne sais pas. Et surtout, je m'empêche de faire, réfléchissez-y en même temps que je vous l'explique, ce qu'on fait globalement beaucoup les êtres humains, à savoir, ah, il est en train de me dire ça, d'accord, donc je vais contrer en disant ça. Et en fait, je diffuse mon attention et je suis déjà en mode préparation de mon objection, voire argumentation, et je prépare déjà à quel moment je vais pouvoir placer mon point de vue pour le défendre. Tout ça étant sous-tendu, bien sûr, par des logiques d'ego. Donc dès lors que je mets un peu l'ego de côté en disant, mais quelle opportunité incroyable j'ai d'écouter Régis nous parler de ça, on va apprendre des choses extraordinaires, ça me permettra d'essayer d'éviter d'être, si on était dans une relation managériale, relationnelle, etc., d'être là pour parler et donner son point de vue. Et c'est surtout cette clé de l'écoute active essentielle que je te remercie vraiment de nous partager, de se rappeler que l'enjeu dans un échange entre un être humain n'est pas d'avoir raison. N'est pas d'avoir raison, mais juste de s'ouvrir à ce qui se passe. Tu pourrais nous montrer un peu comment ça marche, là, ces sujets-là, justement? Dis le gars qui, depuis 33 minutes, se dit à quel moment je vais lui demander. Ouais. Oui, on va, je vais préparer quelque chose. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, l'écoute, c'est vraiment un art. C'est devenu un art. Et c'est vrai que quand on parle d'écoute active, il y a vraiment, pour moi, 3 leviers, et autant les partager. On est là pour 3 leviers sur lesquels, effectivement, il faut agir. Un, c'est quand on est avec un interlocuteur, c'est de ne pas de chasser les idées préconçues, les stéréotypes, les préjugés. Et en définitive, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce qu'évidemment, la manière dont la personne parle, est habillée, s'exprime, ce qu'elle nous renvoie, va nous faire la mettre dans une case. Et en définitive, être en écoute active, eh bien, c'est s'empêcher de la mettre dans cette case. Voilà, c'est d'accueillir la personne sans préjugés. La deuxième, c'est quand la personne s'exprime, eh bien ne pas l'interrompre. Il faut la laisser s'exprimer. Or, aujourd'hui, et je vous invite à faire le test autour de vous, échanger, vous verrez, c'est extrêmement rare. Et troisièmement, c'est donner des signes d'intérêt manifestes à la personne. Et ça passe par le regard, évidemment, mais ça passe également par le sourire. Et en fait, quand vous êtes en interaction, eh bien, et que vous développez cette écoute active à partir de ces 3 dimensions, c'est impossible de faire autre chose. Vous êtes forcément en écoute active et donc, ça va avoir un énorme impact auprès de votre interlocuteur. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne fait ça. Alors, quand vous faites ça, eh bien, évidemment, vous faites quelque chose de très différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et comme c'est très différent, eh bien, ça vous rend différenciant. Et là, eh bien, ça devient impactant.
Voilà. Donc c'est là-dessus. Alors, je peux vous montrer. J'ai pris un petit. On va faire une toute petite Alors, expérience. je vais m'enlever de l'écran pour qu'on te voit en grand. Ok, Mais, très bien. mais sache que le plus attentif d'entre nous, c'est moi, sans aucun doute. D'accord. Alors Nicolas, alors soit je fais l'expérience avec toi, Nicolas, ou soit sinon on peut le faire avec une personne du chat, hein, voilà, qui est présent. Ah, purée, alors, attends, juste ça, c'est une vraie question de leadership pour moi, parce que entre l'enfant en moi qui a trop envie que ça soit moi, et Ah, le leader en moi qui se dit, ça serait chouette que je laisse l'opportunité à quelqu'un de le faire. Allez, c'est le leader qui va l'emporter. Le premier que je vois dans le commentaire qui dit moi sera la personne qui jouera. Et je réfrénerai mon envie, mais je la partagerai avec cette personne. Allez, qui a envie de jouer? Dès que je vois un moi, on va choisir cette personne. Soyons joueurs. Soyons joueurs. Ah, Julien. Julien avec Nicolas, c'est adorable. Allez, Julien, vas-y. Vas-y. ok. Alors voilà le principe. En fait, j'ai ici un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes. C'est un jeu américain. Et donc, je vais demander à Julien, ça va être très simple, je vais vous poser des questions, Julien, et puis vous allez me répondre dans le chat. Julien, dans un premier temps, je vais vous demander de penser à une carte parmi 52 cartes. Hein. Les jokers ne comptent pas. Vous allez penser à une carte. Voilà, normalement, vous l'avez en tête, cette carte. Alors, je précise, quand je pose cette question, par exemple, à une femme, là, bon, c'est Julien, mais ça aurait pu être une femme, souvent, la femme va penser à la dame de cœur ou à l'as de cœur. Alors, je vois sans doute, j'imagine déjà des sourires. C'est une carte qui, statistiquement, revient souvent. Chez les hommes, on va plutôt être dans les couleurs noires, pique, trèfle, et souvent les valeurs hautes, roi, as, valet, qui symbolisent souvent la force. Alors, ça ne veut pas dire, Julien, que vous ne devez pas penser à ces cartes-là. C'est statistique. Julien, donc, vous avez toujours votre carte en J'adore. tête. J'adore comme tu le fais. J'adore. Je m'en vais. Julien, vous avez votre carte en tête. Est-ce que vous souhaitez changer de carte à présent? Ou est-ce qu'on garde la carte que vous aviez dès le départ? Vous me dites, est-ce qu'on garde la même ou est-ce que vous préférez changer? Alors, Julien, hop, j'attends votre retour. Est-ce qu'on garde la carte ou est-ce qu'on la change? Je garde la même carte. Ok, très bien, Julien. Pour deviner la carte, je vais vous poser 3 questions. Je ne peux pas la deviner comme ça. 3 questions et vous me répondez franchement. Première de ces questions, est-ce que vous êtes plutôt matheux ou littéraire? Matheux ou littéraire? Vous me répondez dans le chat, matheux ou littéraire. Deuxième question, en attendant que vous me répondiez, est-ce que vous êtes plutôt sport collectif ou sport individuel? Sport collectif ou sport individuel? Voilà. Donc j'attends que vous répondiez. Matheux, littéraire, sportif, matheux et individuel ou collectif, pardon, je sais plus ce que j'ai dit, individuel ou collectif. Sport individuel. Ok. Est-ce que vous savez mentir, Julien? Est-ce que vous savez mentir? Vous me répondez oui ou non. Oui ou non. Julien, est-ce que vous savez mentir? Et avec cette troisième question, a priori, je devrais retrouver votre carte. Oui, vous savez mentir. Matheux, sport individuel, et vous savez mentir. Ok. Julien, ne dites pas encore quelle est votre carte. Vous allez l'écrire, mais je vais la dire avant vous. Julien, votre carte s'appelle Fred. Votre carte s'appelle Fred. Ah oui, je vous ai dit que c'était un jeu américain. En réalité, toutes les cartes sont nommées d'un prénom au-dessus de la carte. Julien, vous allez me dire quelle était votre carte et vous allez voir, on ne va pas quitter le jeu de l'écran. Julien, pouvez-vous nous dire quelle était votre carte? Voilà, vous l'écrivez pour pas qu'on dise qu'il y a de complicité. Allez-y, Julien.
quelle était votre carte. Le suspense. 2 de pique. 2 de pique, tu le vois? Ouais, je le vois sur l'autre écran. Ok, regardez bien. Je vais ouvrir le jeu. Et regardez bien. J'ai ici, vous le voyez, Astrid. Astrid, c'est l'as de cœur. Rose, c'est le roi de cœur. Roméo, le roi de pique. J'ai Daniel, la dame de pique. Je vais vous les montrer comme ça. Queen, Tracy, Huguette, Nelly, Sébastien, Denise, Daniel, Diane, Valère, Cindy, Séverine. Alors, je vous montre à chaque fois. Valère, Dimitri, Quentin, Trevor. Bref, si c'est, je vais pas toutes vous les montrer. Dès que vous le voyez, Fred, vous me le dites. Hugues, Astor. Attendez, on va y aller comme... Ah bah, elle était là. La dernière carte du jeu. Et vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Attendez, je la... Où est-elle? Voilà la dernière carte du jeu. Vous vous rappelez de ce que je vous ai dit? Fred. Merci beaucoup. Alors, évidemment... Là, je sais quelles sont les questions que vous êtes en train de vous poser. Tout le monde se demande, mais comment ai-je réussi cette expérience? Eh bien, on a une chance unique. On est là, Nicolas, ensemble, mais on a plusieurs personnes. Et je vais vous demander donc à tous de me dire, à votre avis, comment ai-je réussi cette expérience? Comment est-ce que j'ai fait? À votre avis? Ouais, alors, très bien. Quelqu'un peut aller sur le chat et me dire, mais finalement, comment ai-je réussi cet exercice? Je pense que Lisa Béraud qui dit de l'influence. Ouais, voilà, je pense que tu as dû influencer quelque part d'une certaine façon. Il n'y a pas de carte identique, point d'interrogation. Ah, d'accord, il y aurait peut-être 2 piques, un pique avec un Fred, peut-être, bon, je sais pas. 2 cartes identiques, ok. Vous l'avez induit, effectivement, j'ai peut-être influencé d'une manière ou d'une autre. Évidemment, rappelez-vous de ce que j'ai dit. Tu as pris le 2 de pique et la carte où il y avait Fred derrière et tu les as collés ensemble. Ah d'accord, ok, très bien. J'aurais effectivement collé. Alors, je vous montre là, ici, qu'il n'y a qu'une carte. Il n'y en a pas 2, mais bon, pourquoi pas. Ok, très bien. Alcool et drogue. Tu l'amènes où tu veux de manière inconsciente, évidemment. Bon, voilà. Ok, merci beaucoup. Quelle conclusion on peut déduire de ce que l'on vient d'entendre? 1, que chacun voit le résultat de sa perception. 2, que chacun pense que sa perception est la bonne. 3, que même avec de la bonne volonté, on a du mal à adopter une autre image, ou en tout cas une autre analyse que la sienne. Et donc ça, c'est très intéressant parce que il existe bien une réalité, mais en réalité, ce que je conclus, c'est que finalement, ces perceptions peuvent être beaucoup plus fortes que la réalité. Et que la perception d'une situation, qu'elle soit simple ou complexe, elle fait appel à des processus d'analyse inconscients. Et que la réalité, elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense à analyser. Voilà. Donc, on n'aura pas la réponse, mais finalement, ce que l'on peut retenir, c'est que probablement qu'en conjuguant l'ensemble de nos réponses, eh bien, on se dirige vers la réalité. Voilà. Ouais, donc un enseignement, c'est vraiment aussi d'avoir à l'esprit que quand on est face à une réalité, je rappelle ce que tu viens de dire, chacun voit le résultat de sa perception, chacun pense que sa perception est la bonne et on a du mal à imaginer une autre réalité que la sienne, d'où l'intérêt de créer un cerveau collectif pour essayer justement de cumuler des points de vue pour mettre le plus de... c'est pas le nom que j'allais utiliser, mais de vérité sur une réalité, en tout cas pour circonscrire le plus possible ce qui est une réalité. C'est un peu le principe d'ailleurs des masterminds, les groupes de dirigeants d'entrepreneurs que je réunis, où on met plein d'approches et d'expériences différentes pour essayer d'observer une réalité, l'entrepreneuriat, la vision, l'engagement, la sérénité notamment. C'est très très puissant que tu nous fasses vivre l'expérience et je te remercie vraiment, vraiment pour qu'on arrive à arriver à cette conclusion de surcroît. Waouh!
J'adore, j'adore. Euh, Tu es aussi un expert de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est important de regarder de ce côté-là. On sait désormais que les mesures de QI, de quotient intellectuel, n'ont jamais prédit la réussite. L'intelligence, elle est multiple. Elle est spatiale, elle est linguistique, elle est musicale, elle est corporelle, elle est logico-mathématique, elle est intime et elle est sociale. Et les deux dernières nous permettent, l'intime et la sociale, d'aller vers ce que serait l'intelligence émotionnelle. Comment qu'est-ce que tu aurais à nous partager sur cette importance de l'intelligence émotionnelle vue de ton prisme, justement? Déjà, c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle pour se dire, mais waouh, pour réussir sa vie, pour réussir dans la vie, mais pour réussir sa vie, il ne faut pas nécessairement faire de grandes études, faire les grandes écoles, passer par voilà des groupes, travailler dans des groupes, dans des fonctions extrêmement fortes. Non. Pour réussir sa vie, eh bien, il va falloir développer davantage cette intelligence émotionnelle qui va nous permettre de développer notre empathie, de développer notre résilience, de développer l'attention et finalement de se rendre compte que c'est un chemin aussi qui peut nous amener vers la performance et vers la réussite. Et très souvent, très longtemps, on a considéré que eh bien, les émotions, c'était l'arme des faibles. Alors qu'en définitive, ce n'est plus ça, ça n'a jamais véritablement été ça, mais ça n'est surtout plus ça. L'intelligence émotionnelle, c'est l'arme des forts. Et ça, vraiment, c'est une révolution qui est très récente parce que finalement, l'intelligence émotionnelle, on en parle davantage là aujourd'hui, mais moi, j'ai commencé à m'y intéresser il y a déjà pas mal d'années et finalement, c'est Goldman qui a popularisé les propos de Mayer dans les années 90. Et finalement, les études aussi d'un neurologue, Damasio, qui est venu montrer que les personnes qui étaient atteintes de lésions cérébrales, eh bien, elles étaient incapables de prendre de bonnes décisions. Quand vous êtes atteint de lésions cérébrales, ça veut dire que vous ne sentez plus aucune émotion. Il n'y a plus de peur, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de surprise. Mais vous avez vos facultés pour pouvoir discerner. Eh bien, en réalité, c'est ça la véritable trouvaille de Damasio, c'est qu'il dit, mais on n'est plus capable de prendre des décisions. Et donc, en définitive, la décision, elle est intimement liée à l'émotion. Et donc, les deux travaillent de concert. Donc, voilà, aujourd'hui, essayer de les séparer, c'est une erreur, c'est une perte de temps et c'est surtout mal connaître le fonctionnement de notre cerveau et de notre corps. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est une attention. C'est l'attention que vous portez à l'autre et c'est l'attention que vous portez également à vous, à vos propres émotions, à vos ressentis. Et je pense que pour avoir un bon équilibre dans la relation, il faut maîtriser les deux. Voilà. Et ça se développe et ça s'apprend. Waouh, excellent. Du coup, ça peut être l'occasion qu'on continue à creuser un peu ce sujet de l'intelligence émotionnelle. Je vais faire un petit partage d'écran. On a tellement de choses en commun, si ce n'est la façon, notre culture originelle, je dirais. Et l'IE, l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. Et peut-être que ça peut être l'occasion que, pour le coup, on partage avec l'auditoire de ce soir les 5 dimensions clés de l'intelligence émotionnelle. La première, parce qu'en fait, l'intelligence émotionnelle telle que Daniel Goleman, comme tu l'évoquais, l'a utilisée, elle va du plus intime vers le plus connecté vers l'autre. Et tu nous précisais tout à l'heure que
ton origine, ton métier d'illusion, c'est la connexion et la relation. Et en fait, il y a 5 éléments fondamentaux. Le premier étant la connaissance de nos émotions qui permet la connaissance de nous. Si on est aveugle à ce qu'on ressent, on va se laisser driver par nos émotions et c'est là qu'on est perdu. Ensuite, on a la maîtrise de nos émotions, c'est-à-dire qu'on les ressent, elles sont là, on ne les nie pas, on doit les accepter. Simplement, elles ne doivent pas prendre le contrôle. Par exemple, on s'énerve, quelqu'un nous double, nous fait une queue de poisson et hop, ça y est, c'est l'émotion qui prend le dessus et peut-être avoir des gestes qui ne seraient pas appropriés. On a, pour le troisième élément qui est de moi avec moi, l'automotivation. Comment est-ce que je suis capable, quand j'ai envie de glandouiller, de procrastiner, de rester engagé dans ce que j'ai à faire? C'est le troisième élément de l'intelligence émotionnelle. Et puis les 2 derniers sont liés à la question de la connexion à l'autre, comme tu nous en parlais. Premier élément, dans quelle mesure j'arrive à percevoir les émotions d'autrui, l'empathie que tu nous évoques et la perception des émotions d'autrui, c'est fondamental pour toute personne et notamment dans ton art. Et le dernier qui est la maîtrise et non pas le contrôle, la maîtrise des relations humaines et comment on peut mieux gérer les émotions des autres dans leur intérêt, dans l'intérêt d'un objectif collectif, etc. Tu dirais que pour la puissance d'un leader, quel serait à tes yeux, à toi, et on peut avoir des points de vue différents là-dessus, celui de ces 5 éléments qui t'apparaît le plus essentiel? Alors, pour moi, en réalité, c'est difficile hein, de choisir. Oui, En fait, elles sont toutes interconnectées. Oui. Pour moi, c'est la connexion à l'autre. Voilà, ce serait vraiment celle-ci. Donc, la perception des émotions d'autrui. Parce que à partir du moment où un dirigeant est en capacité à percevoir les émotions de l'autre et à les déchiffrer, ça veut dire qu'il est en attention, qu'il est en écoute, qu'il a un intérêt pour l'autre. Quelqu'un qui pense à soi, quelqu'un qui utilise les gens, quelqu'un qui se sert des gens, n'est pas dans l'empathie, ne développe pas l'écoute, a sa vision, a son ambition et demande à tout le monde de le suivre. Mais et d'ailleurs, c'est des modes de fonctionnement qui ont existé, qui existent encore hein, dans certains groupes, mais qu'il faut absolument fuir aujourd'hui. Et donc, pour moi, cette dimension-là, elle est vraiment essentielle. Le décryptage. Et quand on est en capacité de décrypter, ça veut dire qu'on s'est intéressé. Donc, dès qu'il y a un intérêt à l'autre, ça veut dire que derrière, il y a de l'altruisme. Moi, je compare souvent l'altruisme et l'égoïsme. L'altruisme, c'est alter hein, en latin. Alter, c'est l'autre. C'est s'intéresser à l'autre. L'égoïsme, l'ego, c'est s'intéresser à soi. Et je crois que la connaissance de soi, elle passe par la connexion à l'autre. Il y a des tas de gens. Moi, je travaille avec Jacques Lecomte, qui est un des pères fondateurs de la psychologie positive en France, qui a écrit des tas d'ouvrages vraiment très très intéressants. J'ai monté avec lui et avec d'autres personnes, nous avons monté un petit collectif, un spectacle qui s'appelle Tout est foutu quoique, et c'était bien avant le corona, vous voyez. Et lui explique effectivement dans les études, dans les travaux qu'il a pu faire, il est docteur, que c'est grâce au regard de l'autre que nous pouvons parfois nous sauver. Vous voyez, quand on a vécu des traumatismes ou quand on est dans un processus de résilience, le regard de l'autre peut nous sauver. Et donc, voilà, moi, je pense aussi que ce qui est important, c'est de développer un regard sur soi, un regard bienveillant, un regard positif. Et quand on a ces deux-là, alors le champ des possibles nous est ouvert. Rien n'est impossible. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, j'aime qu'on soit sur des échanges où vous le voyez quand on est dans le cadre de ce sommet, on se retrouve sur beaucoup de points et des fois il y a des petites visions un poil différentes. C'est intéressant parce que tu mets en exergue vraiment la perception des émotions d'autrui, la connexion à l'autre et sans être dans l'égoïsme. Mon point de vue est que plus je développerai une fine conscience de moi, de mes émotions, de mes pensées, de leur envahissement et de leur champ mental, plus, une fois que j'aurai mis de la conscience là-dessus, j'aurai nettoyé cette partie-là,
et ça me permettra de plus m'ouvrir et me connecter à l'autre, partant du principe de mon côté, mais il n'y a pas de t'as raison, j'ai tort, ni l'inverse, bien évidemment. Mon postulat, c'est que quand bien même je sois en capacité d'être dans une forte perception des émotions d'autrui, d'empathie, de la capacité de me mettre à la place, etc., si à l'intérieur de moi ça rumine, cette capacité-là pourrait être un peu affaiblie ou altérée, et comme tu le disais, tu l'as dit en préambule, elles sont toutes interconnectées en réalité, quoi. Ouais. Tu as parfaitement raison, Nicolas, et c'est pour ça que d'ailleurs c'était compliqué pour moi de choisir. Ouais, j'en ai conscience, oui, bien sûr. Et oui, parce que c'est vrai, je pense que pour être bien connecté avec l'autre, il faut être bien connecté avec soi. Et c'est pas si évident. C'est pas si évident parce qu'en fait, on est assez pauvre en fait dans notre vocabulaire quand on parle des émotions. Vous voyez, on connaît bien les émotions primaires, donc la joie, la tristesse, la colère, le dégoût, la surprise. Mais finalement, les émotions, finalement, elles sont sur une ligne, si on pouvait les mettre sur un barème de 0 à 10, eh bien, il faudrait s'entraîner. Et d'ailleurs, c'est ce que j'invite tout le monde à faire. Vous prenez une feuille et vous prenez les émotions primaires et vous allez noter de 0 à 10 en les mettant à 5. Par exemple, si la colère est à 5, eh bien, comment est-ce qu'elle se manifeste quand elle est à 0? Comment est-ce qu'elle se manifeste quand elle est à 1, 2, 3, 4? Et comment elle se manifeste quand elle est à 10? Et ce qui est très intéressant, c'est que pour bien discerner, pour prendre une bonne décision, il ne faut jamais que notre émotion soit à 10 ou soit à 1. Il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit à 5, 4, 5, 6. Voilà. Et là, on est dans un état émotionnel neutre qui nous permet de ne pas nous laisser submerger. Et à partir du moment où on a conscience de ça et qu'on sait comment est-ce que notre corps réagit, quand on est, par exemple, extrêmement furieux, qui est le niveau 9-10 de la colère, eh bien, quand on est furieux, comment est-ce que ça se passe? Comment notre corps répond à ça? Et ça nous permet finalement de se dire intellectuellement, tout de suite, assez rapidement, hop, il faut vraiment que je régule, me remettre à 5 pour vraiment prendre la bonne décision adéquate par rapport à cette situation. Ouais, c'est chouette, c'est très 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 puissant ce que tu apportes. Avant de prendre une décision, se recentrer. Moi, j'aime me poser cette question dans ce moment-là. Comment est ma respiration en ce moment? Et on pourrait ajouter, est-ce qu'elle est volumique, saccadée, crispée, décuplée? Et on pourrait y ajouter justement cet exercice-là de merci beaucoup pour cette proposition. À quel degré sur 10 est mon émotion? Et tu as raison également de rappeler la difficulté de travailler dessus, parce que hormis les émotions primaires dont on parle, on pourrait avoir un débat sur les émotions non fondamentales. Qu'est-ce que la jalousie? Un peu de colère mêlée à de la tristesse et à de la peur. Où auraient leur place les vertus que seraient l'espérance, la foi, le courage, l'indulgence? Et puis où est-ce qu'on pourrait placer les vices ordinaires, le doute, la suffisance, la paresse, la torpeur, l'ennui? Il y a ça d'un côté, et puis c'est à noter aussi que les émotions, elles s'inscrivent dans un continuum d'intensité et de temps au regard des humeurs et des tempéraments. Pour moi, une émotion, c'est quelque chose de très bref dans le temps et de très intense dans l'expression. L'humeur, c'est un peu plus long dans le temps, mais c'est moins vif, moins intense. Par exemple, je peux être en colère, l'émotion de la colère, et être irritable en termes d'humeur pendant une journée en ayant vécu 3 colères pendant cette journée. Et puis le tempérament, en intensité, c'est globalement faible. Par contre, dans le temps, c'est très très long, et c'est cette disposition affective dans laquelle on est. Et encore une fois, au plus et au mieux, on travaillera sur quel est mon tempérament, quelle est mon humeur, quelle est mon émotion. Et au plus et au mieux, comme tu nous invites à le faire en termes de connexion, on arrivera à, autant qu'on le peut, accéder, identifier comment ça se joue chez l'autre. Au mieux, on pourra déployer notre leadership qui consistera à aider les autres et faire avancer un projet collectif et partagé. C'est fantastique, j'adore ces sujets. Ah oui, c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'en fait, on se rend compte que développer son intelligence émotionnelle va avoir de véritables répercussions dans notre vie professionnelle, mais également dans notre vie personnelle, dans nos rapports avec notre conjoint, dans nos rapports avec nos enfants, dans nos rapports avec nos amis, notre famille. C'est assez extraordinaire. Moi, je suis ravi parce que j'ai travaillé avec 2 autres co-auteurs sur un livre, qu'on a nommé Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle, qui est le pendant de la conférence.
Et aujourd'hui, ce à quoi je m'attendais pas, c'est de recevoir effectivement des retours de lecteurs, de gens que je ne connais absolument pas, mais qui me disent à quel point des changements de perception, justement, les ont amenés à avoir un changement de vie, un changement de regard. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que finalement, on se rend compte que ce n'est pas le monde qui change, mais c'est notre regard sur ce monde. Et en fait, ça change tout. Et donc, c'est aussi, c'est un message vraiment d'espoir, voilà, et de se dire, mais encore une fois, tout est possible et qui ne tient qu'à nous, en définitive, de pouvoir effectivement mettre de nouvelles lunettes. Excellent. Maître de nouvelles lunettes, tu nous as parlé de la cécité attentionnelle, de l'illusionnisme qui nous amène à avoir notre regard d'un côté, etc. Et ça nous permet de conclure que notre vision du monde fait tout. Si on décide que le Covid nous enlève des choses, on vivra le fait d'enlever des choses. J'ai pas mal je sais pas ce qu'il en a été de ton activité professionnelle pendant le confinement, le premier. Moi, mon activité s'est déployée de façon magnifique, et pour d'autres intervenants dans mon domaine, ça a été la cata et l'inverse. Et je pense vraiment que c'est une question de vision du monde que je connote dans mon appellation au mindset de gagnant. Le mindset de gagnant, qui est un des programmes que je propose, qui permet justement de déployer ce champ des possibilités devant nous d'une part, et de s'autoriser à agir et avoir confiance dans nos propres ressources pour y faire face. Et donc, c'est ça en fait, ce dont tu nous parles, le fait de chausser ces nouvelles lunettes. Voilà, tout à fait. Waouh, Régis, c'était topissime. J'étais tellement ravi de partager ça avec toi. Je vous invite redonne-nous le titre du livre. Je vous invite si vous voulez aller plus loin. Ah voilà, parfait. Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle, magnifique livre. Et puis surtout pour celles et ceux d'entre vous qui cherchez des conférenciers impactants, qui vont vers un leadership d'humanisme et qui auront vibré comme moi pendant cette intervention, vous savez qui contacter. Je ne vois pas qui contacter d'autres. D'ailleurs, il n'y en a qu'un dans ce sujet-là, et c'est toi. Merci beaucoup, Régis, de ta présence. Merci de la sagesse de tes propos. Merci de tes éclairages, de tout ce que tu as pu nous apporter. C'est absolument magnifique et je te souhaite le meilleur pour la suite. Je vous invite dans le chat à remercier Régis, et je vous invite dans le chat à lister s'il devait y avoir un ou deux points clés que vous retenez plus particulièrement de ce que Régis nous a proposé. Qu'est-ce qui vous a marqué et sur quoi idéalement vous prenez un engagement de travailler? Mettez-nous ça dans le chat, s'il vous plaît. Régis, merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à tout l'auditoire. À très bientôt. Prends soin de toi. À bientôt. Merci encore.